les marchés boursiers n'arrêtent pas de monter, ça vous a pas échappé, on est sur des niveaux records ou proches des records, et au milieu de tout ça, on a une opération boursière qui se prépare depuis des mois, une opération qui pourrait devenir la plus grosse introduction en bourse de toute l'histoire, évidemment. Vous l'avez compris, je vais parler de SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, qui va arriver sur le Nasdaq en juin 2026, et franchement, c'est devenu l'événement boursier le plus attendu de la décennie, et tout le monde fantasme déjà sur les gains rapides et sur les mettre quelques milliers d'euros le jour J, doubler son argent en quelques semaines. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous poser les chiffres qui frappent, parce que franchement, c'est assez vertigineux. Regardez ce que vous avez là sous les yeux. On parle d'une valorisation visée autour de 1750 milliards de dollars. Donc je le répète, 1750 milliards de dollars, on parle d'une levée de capitaux qui pourrait atteindre 75 milliards de dollars, et comme vous le voyez sur ce graphique, c'est plus de 2 fois et demi le record absolu qui a été détenu depuis 2019 par Saudi Aramco qui avait levé 29 milliards. Donc on est vraiment sur du jamais vu. Et si on regarde le calendrier juste ici, la cotation est prévue au Nasdaq sous le ticker SPCX pour le 12 juin 2026 avec une fixation de prix programmé la veille le 11 juin et un roadshow qui démarre depuis juin. Et puis, cerise sur le gâteau, et c'est ce que je vais vous illustrer maintenant, SpaceX a confirmé un stock split à 5 pour 1, ce qui ramène le prix unitaire à 526 $ à environ 105 $. Et ça, c'est typiquement le signal qu'on envoie aux investisseurs particuliers, parce qu'on sait très bien qu'un cours nominal entre 80 et 150 $, ça maximise la participation des petits porteurs. Donc clairement, Elon Musk et les banques qui orchestrent l'opération, ils ont prévu de faire participer massivement les particuliers à cette IPO. Avant d'aller plus loin, une question évidente. Pourquoi maintenant? Parce que je vous le rappelle, l'homme que vous voyez ici, Elon Musk, a longtemps exprimé sa préférence pour garder SpaceX en privé. Pendant des années, il a dit qu'il voulait pas de la pression trimestrielle des marchés, qu'il voulait garder sa liberté pour faire ses paris à long terme sur Mars, sur Starship, etc. Donc qu'est-ce qui a changé? Pourquoi cette volte-face? Il y a plusieurs raisons, et la première, c'est clairement Starlink. Quand vous regardez la carte, vous comprenez tout de suite l'ampleur du truc. Starlink a complètement transformé le profil financier de SpaceX. On est passé d'une boîte qui brûlait du cash pour faire des fusées à une boîte qui génère du cash récurrent avec un modèle d'abonnement qui ressemble à plus du Netflix qu'à Boeing. Et ça change tout pour les investisseurs et pour la valorisation. Deuxième raison, la valorisation, justement, elle a explosé sur le marché secondaire. Donc je vous explique vite fait, quand une boîte est privée, de temps en temps, il y a des transactions entre actionnaires existants. Les employés qui vendent leur stock option, les fonds qui rachètent, etc. Et ces transactions permettent d'avoir un prix de marché. Et ce prix, comme vous le voyez, il a tellement monté qu'à un moment donné, c'est devenu absurde de rester privé. Quand vous avez 1500 ou 1700 milliards de valorisation, la liquidité est plus suffisante sur le marché secondaire. Les employés, ils veulent pouvoir vendre les stock options. Les investisseurs, ils veulent sortir. Donc à un moment donné, il faut bien ouvrir le capital au grand public. Troisième raison, et celle-là on en parle moins, mais Musk a besoin de cash. Comme vous voyez sur ce visuel, il y a Tesla, il y a XI, il y a X, l'ancien Twitter, il y a Neuralink, bref, il y a un empire financier. Et l'IPO de SpaceX pourrait lui donner des dizaines de milliards de liquidités pour soutenir ses autres projets. Donc voilà, les planètes sont alignées pour cette IPO, et Brett Johnson, le directeur financier de SpaceX, il enchaîne les visios avec les investisseurs depuis le mois de décembre pour préparer le terrain. Bon, maintenant, rentrons dans le concret. Qu'est-ce que c'est SpaceX aujourd'hui exactement? Parce que beaucoup de gens pensent que SpaceX, c'est juste la boîte qui fait des fusées d'Elon Musk et qu'on va investir dans des lancements spatiaux. Faut qu'en réalité, c'est ce que je vais vous décomposer maintenant. SpaceX, c'est 3 métiers complètement différents empilés sous la même bannière. Le premier métier, c'est l'historique. Ce sont les lancements avec la fusée Falcon 9 et la Falcon Heavy. Et là-dessus, SpaceX a complètement écrasé la concurrence avec la réutilisation de ces fusées. Et regardez bien ce graphique parce que c'est assez parlant. Aujourd'hui, SpaceX réalise plus de lancements que tous les autres acteurs réunis, que ce soit la Chine, l'Europe, avec Arianespace ou les anciens acteurs américains comme United Launch Alliance. Donc sur ce segment, c'est quasi monopole dans le monde occidental. Mais attention, c'est un business qui est cyclique, avec des marges correctes, mais pas extraordinaires, et qui ne justifie pas à lui seul une valorisation à 1700 milliards. Le deuxième métier, et là on rentre dans le dur, c'est Starlink. Et comme vous le voyez à l'image, c'est cette toile d'araignée de satellites en orbite basée qui change complètement la donne. Starlink, c'est la vraie machine à cash de SpaceX. C'est l'internet par satellite, avec aujourd'hui plusieurs millions d'abonnés partout dans le monde. Et la courbe que je vais vous montrer maintenant montre bien à quel point la croissance est exponentielle. On retrouve ces abonnés dans les zones rurales, mal desservies, sur les bateaux, dans les avions, dans les zones militaires. Et là, on est sur un modèle d'abonnement récurrent avec une demande mondiale qui est encore loin d'être saturée. Et puis on a réussi à la partie B2B, avec des contrats énormes, avec des compagnies aériennes, avec des États pour les connectivités de leurs zones isolées, avec l'armée américaine, et c'est devenu stratégique avec Starshield, la version militaire de Starlink. Et c'est probablement Starlink qui justifie 60 à 70% de la valorisation totale de SpaceX. Comme vous pouvez le constater sur ce camembert,
Donc ça veut dire que quand vous achetez une action SpaceX, vous achetez surtout une boîte d'Internet par satellite. Vous achetez pas vraiment une boîte de fusée. Et ça, c'est important de bien le comprendre. Le troisième métier, c'est Starship. Et toute la partie défense est contrats gouvernementaux. Starship, c'est la grosse fusée de la nouvelle génération que vous voyez à l'écran et qui doit emmener des humains sur Mars selon Elon Musk. Mais qui, à court terme, va surtout servir à déployer la deuxième génération de satellites Starlink. Beaucoup plus gros, beaucoup plus performant. Et puis, on a tous les contrats avec la NASA. Et là, je vous montre la capsule Crew Dragon, qui sert justement à transporter les astronautes. On a aussi le Department of Defense, les agences de renseignement. Et là, on est sur des contrats à plusieurs milliards de dollars qui sont quasiment captifs. Donc voilà les trois métiers très différents avec des dynamiques très différentes. Et c'est important de comprendre ça, parce que sinon, on raisonne mal sur la valorisation. Maintenant, attaquons le vrai sujet. Est-ce que cette valorisation à 1750 milliards de dollars, est-ce qu'elle tient la route? Et là, je vais vous faire le même exercice que je fais quand je parle de l'IA. C'est-à-dire, j'essaye de remettre les choses en perspective. Regardez bien le classement que je vous mets sous les yeux. 1750 milliards de dollars, je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est plus que Berkshire Hathaway, le conglomérat de Warren Buffett, c'est beaucoup plus que LVMH qui pèse autour de 315 milliards, et c'est plus que Visa, plus que Walmart, et c'est plus que tous les acteurs européens cotés en bourse, à l'exception peut-être de quelques très très gros. Et comme vous le voyez juste ici, on insérait SpaceX dans le classement mondial des entreprises cotées. Mais elle se retrouverait dans le top 10 mondial dès son premier jour de cotation, à côté de Microsoft, de Apple, de Nvidia, de Google, etc. Donc c'est vraiment un poids lourd qui débarque sur les marchés. Maintenant, le multiple, parce que la valorisation dans l'absolu, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui compte, c'est de comparer ce que la boîte génère. Le chiffre d'affaires de SpaceX en 2025 est estimé de 15 à 20 milliards de dollars, avec une croissance évidemment très forte tirée par Starlink. Donc faisons le calcul. 1750 milliards divisé par 18 milliards de chiffre d'affaires, ça nous donne un ratio de prix sur vente de presque 100. Donc 100 fois le chiffre d'affaires. C'est complètement délirant. Et à titre de comparaison, et là vraiment regardez bien ce tableau parce qu'il est éloquent, Nvidia, qui est pourtant la valeur la plus hype du moment, se paye autour de 30 fois le chiffre d'affaires. Tesla se paye autour de 8 fois, Apple, c'est 8 fois, Microsoft, c'est 13 fois. Donc on est vraiment sur des niveaux qu'on n'a pas vus depuis la bulle Internet des années 2000. Et la courbe que je vous affiche maintenant montre bien que ce qui s'est passé à l'époque, où certaines boîtes se payaient 100, 200, voire 1000 fois leur chiffre d'affaires avant de s'effondrer évidemment, première alerte, la valorisation, elle est vraiment extrêmement tendue. Mais attention, et c'est là où ça devient intéressant, parce que je vais nuancer. Il y a quand même de vraies différences avec une bulle pure, et c'est exactement ce que je disais dans ma vidéo sur l'IA. Première différence, et c'est ce que je vous illustre avec cette image, Starlink génère du cash réel, récurrent, avec une visibilité sur plusieurs années. C'est pas du tout le cas des boîtes de la bulle Internet qui souvent avaient zéro revenu ou des revenus complètement marginaux. Là, on parle d'un business à plusieurs milliards de dollars de revenus récurrents et qui ne fait que grossir. Deuxième différence, SpaceX a quasi monopole sur les lancements occidentaux. Donc on n'a pas cette concurrence acharnée qui peut détruire les marges du jour au lendemain. Évidemment, on en reparlera après, il y a des concurrents qui se réveillent, mais à court terme, c'est un monopole. Troisième différence, et celle-là, elle n'est pas neutre, il y a un effet de souveraineté technologique qui pousse les institutionnels à se positionner. Aujourd'hui, dans un monde où la connectivité satellite devient critique pour la défense, pour l'aviation, pour les communications en zone de guerre, les grands fonds, ils ne peuvent pas ne pas avoir SpaceX dans leur portefeuille. Donc on a une demande qui va être structurelle dès le jour de l'IPO. Et puis quatrième différence, contrairement aux boîtes de la bulle Internet, SpaceX, c'est pas une boîte qui doit encore prouver que la technologie marche. Et regardez ces images de Falcon 9 qui atterrit comme une fleur sur son drone ship. Falcon 9 a fait des centaines de lancements réussis, Starlink est déployé, Starship a déjà volé plusieurs fois. Donc la technologie est là et la preuve du concept, elle est faite. Donc oui, il y a des raisons de se positionner et c'est ça qui rend le débat compliqué. Mais maintenant, passons aux signaux inquiétants, parce que oui, il y en a et il y en a plusieurs. Le premier signal, le timing. Et la courbe historique que je vous montre maintenant est assez parlante. Musk lance l'IPO pile au moment où le marché américain se paye 23 fois les bénéfices. Donc loin de la moyenne historique qui est plutôt autour de 16. Comme vous le voyez, on est sur des niveaux qu'on a vus seulement en 1929, en 2000 et en 2021. Et à chaque fois, ça s'est mal terminé. C'est jamais une coïncidence ce genre de choses. Quand vous êtes vendeur d'actifs, vous vendez quand c'est cher, vous vendez pas quand c'est pas cher. Et le fait que SpaceX choisisse précisément ce moment-là, ça veut dire que les gens autour de la table, ils ont conscience que la fenêtre de marché est exceptionnellement favorable. Deuxième signal, la concentration des risques. Et c'est ce que je peux vous illustrer avec ce schéma. Énormément de valeur de SpaceX dépend d'un seul homme. Elon Musk et ses paris personnels
Mars, Starship, la colonisation spatiale. Et Musk, comme vous le voyez, c'est aussi quelqu'un qui est de plus en plus dispersé entre Tesla, X, ICEA, Neuralink, ses prises de position politiques, etc. Donc on a un risque de gouvernance qui est très fort et c'est typiquement le genre de truc que les investisseurs ils ont tendance à minorer au moment de l'IPO et qui revient en pleine figure 2 ou 3 ans après. Troisième signal, les risques réglementaires et concurrentiels. Parce que oui, aujourd'hui SpaceX a quasi monopole, mais ça va pas durer. Regardez bien ce panorama des concurrents qui arrivent. Amazon est en train de développer Kuiper, sa constellation de satellites internet, et comme vous le voyez à l'image, avec des milliards d'investissements, avec la puissance financière de Bezos derrière, OneWeb continue à se déployer, la Chine déploie sa propre constellation, Gowang avec des moyens d'État, et puis l'Europe prépare Iris, sa constellation souveraine. Donc le quasi-monopole actuel de Starlink, dans 3 ou 4 ans, ça pourrait ne plus du tout être le cas, avec une concurrence qui va potentiellement faire pression sur les marges et les prix. Et puis on a aussi les régulateurs européens qui ont commencé à s'interroger sur la position dominante de Starlink, sur la souveraineté des données, sur l'utilisation militaire en Ukraine, etc. Donc il y a vraiment un risque réglementaire qui se développe. Quatrième signal, et celui-là il me paraît crucial, et c'est ce que cet article que je vous affiche met bien en évidence, on demande aux investisseurs de payer aujourd'hui une vision à 15 ou 20 ans. Parce que pour justifier 1750 milliards de valorisation, il faut que tout se passe parfaitement bien. Il faut que Starlink continue à croître dans un rythme phénoménal pendant les 10 prochaines années. Il faut que Starship réussisse à devenir opérationnel à grande échelle. Il faut que les contrats militaires se multiplient. Il faut que la concurrence reste limitée. Et il faut que la régulation ne devienne pas trop contraignante. Bref, il faut que tous les feux restent au vert pendant 15 ans. Et c'est rarement le cas dans la vraie vie. Donc oui, à long terme, ça peut être un investissement formidable, mais à court terme, moyen terme, il suffit d'une mauvaise nouvelle et le titre peut perdre 30, 40, voire 50%. Cinquième signal, et celui-là, il faut en parler, c'est l'effet stock split. À 105 $, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est typiquement le signal qu'on envoie aux particuliers. Et quand une IPO est calibrée pour maximiser la participation retail, généralement, c'est que les institutionnels sont un peu plus prudents et qu'on a besoin du grand public pour absorber le volume. Et ça, c'est rarement un bon signe. Regardez ce graphique parce qu'il est édifiant. Quand WeWork a essayé de s'introduire, quand Aramco s'est introduit, quand Snap s'est introduit, comme vous le voyez ici, à chaque fois, les premiers à se faire avoir, c'est les particuliers qui rentrent au plus haut de l'enthousiasme. Donc voilà, c'est important d'avoir ça en tête. Bon alors maintenant, la question qui m'intéresse vraiment est celle que vous attendez tous. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'investisseur? Parce que c'est bien beau de faire l'analyse, mais il faut prendre des décisions. Et là, comme vous pouvez le voir, sur le tableau que je vous mets sous les yeux, je vois plusieurs options. Première option, vous participez à l'IPO le jour J. Vous mettez quelques milliers d'euros dans SpaceX au moment de la cotation, en prenant le risque d'une bulle à court terme, mais en pariant sur le long terme. C'est l'option la plus risquée parce que vous payez le prix maximum de l'enthousiasme, mais c'est aussi l'option qui vous donne la position la plus pure sur SpaceX. Deuxième option, vous attendez les premiers résultats publiés en tant qu'entreprise cotée, parce que là, aujourd'hui, on n'a que des estimations sur les chiffres d'affaires, sur la rentabilité, sur les marges de Starlink, mais le jour où SpaceX devra publier ses comptes audités, là on aura une vraie photo et on pourra valoriser correctement la boîte. Donc attendre 6 mois, attendre 12 mois, c'est probablement la stratégie la plus rationnelle. Le risque évidemment, c'est que le titre continue de monter et que vous ratiez une partie de la performance. Troisième option, vous préférez vous exposer via les fournisseurs déjà cotés et plus raisonnablement valorisés. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a tout un écosystème autour de SpaceX qui est coté. Vous avez les fournisseurs de composants, vous avez les sous-traitants, vous avez les acteurs de la défense comme Lockheed Martin, L3 Harris. Vous avez aussi les ETF spatiaux comme le Arc Space Exploration que je vous affiche juste ici, qui investissent dans tout l'écosystème. C'est une manière de surfer sur la thématique spatiale sans payer la prime SpaceX qui est complètement folle. Quatrième option, vous passez votre tour et vous dites que la valorisation est délirante et que vous préférez mettre votre argent ailleurs dans des choses plus raisonnables, dans un ETF World bien diversifié, puis vous regardez l'IPO de loin en mangeant du popcorn. Alors moi, mon sentiment personnel, et là je m'engage un petit peu, c'est qu'on est probablement en train de vivre un moment de marché assez classique, c'est-à-dire une IPO ultra épais qui va probablement bien performer dans les premiers jours, voire les premières semaines de cotation, avec un effet de rareté, un effet de FOMO qui ont poussé le titre à des niveaux encore plus élevés. Mais sur 12-24 mois, je suis beaucoup plus prudent parce que les valorisations à 100 fois le chiffre d'affaires historiquement, elles ne tiennent jamais. Soit la croissance est tellement forte que les multiples deviennent acceptables, ce qui est possible mais difficile, soit le multiple se contracte et le titre décroche violemment. Et dans le cas SpaceX, je trouve qu'on est dans la situation où balance penche un peu plus du côté du risque que de l'opportunité à court terme. Mais à long terme, à 10 ou 15 ans, c'est peut-être que ça aurait complètement du sens. Le problème, c'est qu'entre les deux, il y a peut-être des secousses énormes. Et il faut être capable de tenir psychologiquement. Et c'est exactement ce que je disais dans la vidéo sur l'IA. Est-ce que vous êtes prêt à encaisser des baisses de 30, 40, 50%
en attendant le rebond? Si oui, pourquoi pas y aller, mais avec une position mesurée, pas avec tout votre patrimoine. Sinon, il vaut mieux passer son tour ou attendre que la poussière retombe. Personnellement, je pense que je vais regarder ça de l'extérieur dans un premier temps, attendre les premiers résultats publiés, et puis voir comment le marché valorise la boîte une fois que l'effet IPO sera passé. Mais je suis curieux de savoir ce que vous allez faire. Donc voilà, vous avez maintenant les 4 options qui s'affichent à l'écran. Mettez-moi tout ça en commentaire. Et est-ce que vous êtes full SpaceX au jour de l'IPO? Est-ce que vous attendez 6 mois, 12 mois pour voir les premiers résultats? Est-ce que vous passez votre tour en vous disant que c'est trop cher? Ou est-ce que vous préférez vous exposer via les ETF spatiaux et les fournisseurs déjà cotés via les acteurs de la défense? Voilà, mettez-moi tout ça dans les commentaires. J'adore lire vos analyses, vos prises de position. Puis ça fait vraiment vivre la chaîne. Merci encore à tous ceux qui mettent des notes sur le podcast, parce que j'essaye de pousser un petit peu ce podcast qui démarre un peu plus lentement que la chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas à mettre des notes, pardon. Et merci à toutes les personnes qui me regardent sur YouTube, évidemment. Merci à tous ceux qui mettent des commentaires, j'adore ça. Donc dites-moi, plutôt full SpaceX, full prudence, ou bien est-ce que vous êtes entre les deux avec une certaine méfiance? Voilà, mettez-moi tout ça en commentaire et je lirai vos commentaires.